très vite, on se retrouve ensemble avec Courtenay un peu devant, mais quand même, elle était avec nous au départ, et Katie, et Maïté Mayora aussi. On joue pas mal, on se double, on se redouble, et quelque chose qui aurait pu me paraître stressant de prime abord, j'aurais plutôt tendance à dire je préfère être devant et voir personne, ce qui paraît quand même idéal. Et ben en fait là, ça m'a beaucoup plu. Ça faisait vraiment jeu, on se voyait, on se reperdait, on se revoyait, et ça j'ai vraiment aimé jouer à ça avec les filles. Et on s'est très vite retrouvés à deux avec Katie. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique Audrey Tanguy. Originaire de l'Ain, Audrey a grandi au sein d'une famille où le sport occupait une place prépondérante. C'est à 24 ans qu'Audrey, encouragée par son beau-père, découvre le trail en compétition et remporte immédiatement sa première course. Découvrant une affinité pour les épreuves d'endurance, elle se lance ensuite dans l'ultra-trail et signe des performances remarquables en remportant notamment l'Échappée Belle en 2017, la TDS en 2018 et 2019 ou encore en finissant à la 2e place de la Diagonale des Fous en 2018. Audrey a également été sacrée championne du monde de trail par équipe en juin dernier. Elle revient avec nous dans cet épisode sur son Mute 2019, une course qui lui tient particulièrement à cœur et qu'elle a longuement partagée avec Katie Scheid, une course dont elle garde un souvenir ému. Elle évoque dans cet épisode notamment son parcours de vie, les courses qui ont globalement marqué sa carrière, son rapport au stress, un sujet majeur pour Audrey. Elle tire également le bilan de son année 2023 et nous livre une grande annonce pour sa saison 2024. J'ai passé un moment génial avec Audrey, si généreuse, spontanée et enthousiaste, c'est à chaque fois un immense plaisir de croiser sa route. Mais je ne vous en dis pas plus. Audrey va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, partenaire particulière. Bonjour Audrey. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va? Bah ça va bien, merci. Moi aussi, je suis contente de t'entendre et de te voir. Tu rentres de balade, c'était agréable? C'était super, ouais. Balade en courant ce matin et balade en marchant cet après-midi, en famille en plus. Donc, La les meilleurs. chance. Tu me nargues, je le Ouais. vois bien. Audrey, on enregistre cet épisode le vendredi 2 février, qui est, tu le savais, j'en suis certain, le jour de la Chandeleur, mais aussi c'est la date Évidemment. du jour de la marmotte aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais cette Ah. journée. Tu as vu Un jour sans fin, ce film avec Bill Murray et Andy McDowell? Oui, Non. il y a longtemps, ouais. Pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, selon la légende, ce jour-là, s'il y a une marmotte qui émerge de son terrier et voit son ombre en raison d'une journée ensoleillée, ça veut dire qu'il y aura 6 semaines supplémentaires d'hiver. En revanche, si le temps est un peu nuageux et que la marmotte ne voit pas son ombre, cela annonce un printemps qui sera précoce. Voilà, selon la légende, la marmotte Phil, qui incarne cette tradition, a plus de 100 ans, ce qui est pas mal quand même pour une marmotte, je pense. Un âge qui est dû en partie à l'élixir de vie que lui donnent ses soigneurs. Phil prédit donc le temps chaque 2 février devant des milliers de spectateurs. La précision alors de ces prédictions, et c'est ça ma petite question d'entrée de jeu pour toi, a été mise à l'épreuve par la National Oceanic and Atmospheric Administration, bien célèbre. À ton avis, quel a été le pourcentage de prédiction correcte de la météo par l'apparition de Phil? Est-ce que c'est vraiment fiable une marmotte qui annonce si l'hiver va être rigoureux ou pas, d'après toi? Bah, alors la première, je pense, dans ma réponse, ce serait est-ce que la marmotte est bien réveillée, tu vois? Parce que si elle dort encore, sa prédiction, je pense qu'on peut pas trop se fier à ce qu'elle dit. Et Ouais. du coup, bah, voilà, je partirai là-dessus comme réponse. Eh ben écoute, elle se plante à peu près, enfin pas tout le temps, mais pas loin. Elle a eu 40% du temps raison, donc c'est-à-dire que c'est autant que jouer à pile ou face ou moins encore. Donc voilà, ne pas se fier à tout ça, c'est voilà, une invention. On peut Est-ce que s'autoproclamer toi, marmotte, en fait. t'en as croisé toi ce matin ou pas? Est-ce que toi tu pourrais nous dire de quoi sera fait notre printemps en France? Non? T'en as pas vu ce matin dans ta Je balade? pense qu'il sera beau. Il sera beau, beau et Ouais. chaud. Bon, trêve de plaisanterie. Audrey, c'est la traditionnelle question d'ouverture du podcast. Est-ce que tu voudrais bien te présenter? Petite contrainte que je t'impose, tu ne peux pas parler de sport à ce stade. Donc on va en parler et développer évidemment le sujet ensuite. Mais là, on n'a pas le droit de se parler de sport. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs de toi pour ceux qui te connaîtraient peut-être un petit peu moins? Je m'appelle Audrey, du coup, je suis professeure de PS dans ma vie. J'habite en Savoie. Je suis passionnée de montagne et de beau temps et de chaleur Et de marmotte. et de marmotte. Et c'était ton anniversaire il n'y a pas très longtemps, je suis en train de voir là sur mes petites notes. Oui,
c'est vrai. T'as fêté ça comme il fallait? Oui. Audrey, je voudrais qu'on ouvre les vannes du sport désormais. Le sport, il a été très présent, très jeune dans ta famille. Je crois que tu as grandi dans une famille très sportive et je crois même que la course à pied a très vite trouvé sa place. Est-ce que tu peux un peu nous raconter quel premier souvenir tu as pu avoir et puis quelle place ça jouait dans ta vie, déjà très jeune? Ouais, alors bah le sport, oui, a été présent dès mon enfance. En fait, déjà mes parents se sont connus dans un stage pour être éducateurs sportifs, donc voilà. C'était déjà la rencontre de mes parents, c'était dans le sport. Mes parents étaient très sportifs. Mon père était président d'un club de tennis notamment et ma mère a toujours beaucoup couru. Mon frère a fait un sport-études tennis. Ma sœur courait aussi. On a fait beaucoup de sport en dehors de l'école, en plein de clubs différents. Surtout ma sœur, elle testait beaucoup de choses. Et moi, j'ai commencé très tôt le patinage artistique à 3 ans. Jusqu'à mes 13 ans à peu près, je faisais beaucoup de patinage, même à raison de 4 entraînements par semaine, ce qui a valu beaucoup d'allers-retours à ma maman d'ailleurs, parce que c'était un peu compliqué, c'était à 30 km de chez moi, bon bref. Toujours pratique. Voilà, patinage en compétition, et puis après, au début de l'adolescence, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et puis j'ai fait un peu de tennis, du coup, c'était dans la famille, donc puis c'était ludique, c'était un jeu, donc j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de tennis, j'ai même entraîné un petit peu des jeunes en tennis. Et en fait, la course à pied a toujours été un à côté. C'était pas je faisais pas d'athlétisme, ça m'aurait pas plu du tout d'ailleurs. Beaucoup trop stressée pour faire de l'athlétisme et puis ouais, je trouvais pas ça ludique du tout. Mais j'en faisais quand même avec ma maman en fait. Moi, c'était même pas pour me préparer ou quoi que ce soit. C'était juste que comme elle courait, c'était un moment privilégié qu'on pouvait avoir entre nous. Et donc c'était des balades en courant, c'était du trail en fait. Hein, déjà, on ne savait pas, mais c'était ça. C'était aller se balader toutes les deux dans la campagne et c'était notre moment privilégié. Donc depuis assez jeune, hein, depuis à peu près mes 10 ans, je pense. Bon, ça commence, c'était pas très long, mais quand même. J'ai même lu que dès l'âge de 2 ans, tu avais tes baskets et tu commençais déjà à t'amuser dans le parc, à Ouais, courir un peu partout. c'est vrai, ouais, mais quand mes parents allaient courir, parce que mon père courait aussi, j'allais avec eux quand j'étais toute petite. Mais dans mes souvenirs, en tout cas, c'était des sorties plus longues, parce que je pense à 10 ans, je faisais des sorties d'1 heure et demie déjà en courant. Et oui, ça a toujours été associé vraiment à du loisir, à du plaisir. Il n'y a jamais eu de compétition, en fait. Et ce qui a fait, je pense que j'ai aimé ça aussi. Parce qu'au début, c'est dur quand même la course, hein, faut se le dire. Donc voilà, des jeunes, c'est vrai qu'il y a eu du sport très présent dans ma vie. Ouais. Oh, c'est qui? C'est le chien de mon frère, Milo il s'appelle. Ah, ok. Milo. Oui, ok. Audrey, donc on a compris là sur la course à pied, il y avait cet aspect ludique et globalement dans le sport, c'est ça qui était important pour toi. Qu'est-ce que tu as vraiment aimé spécifiquement de la course à pied? Tu as pratiqué, tu l'as dit, tu as touché à pas mal de sports. Qu'est-ce qui était vraiment propre à la course à pied et qui a résonné en toi? Je pense qu'au début, ce qui m'a fait accrocher, c'était vraiment ce moment privilégié avec ma mère. Ça, c'est sûr. C'est ce qui m'a vraiment accroché à ça, parce que vraiment, j'aimais pas du tout l'effort en lui-même au départ. Et puis après, je pense que ça a été la liberté et la connexion avec la nature et la solitude. Parce qu'après, du coup, j'y allais seule et assez jeune, hein, je pense, dès mes 12 ans, je pense que j'allais courir toute seule. Et ça, j'ai tout de suite accroché. J'aimais bien ce moment Pour que toi, j'avais besoin de te pour retrouver. moi et voilà, c'est ça. Je me sentais libre et ouais. J'ai lu que c'était une Madeleine de Proust pour toi aussi. Est-ce que il y a un brin de nostalgie aussi quand tu repenses à ces moments-là que tu évoques? Ou est-ce que c'est que des souvenirs chaleureux et positifs? Ou est-ce que tu paierais cher pour revivre un peu de ces moments? C'est que du positif, mais c'est vrai que c'est que des bons moments. Enfin, pourtant, je me souviens que c'était dur quand j'ai commencé. Je me souviens que ouais, je voulais absolument rester en famille, mais que voilà, je galérais un peu, et puis qu'on me disait d'arrêter de traîner les pieds, que je courais pas comme il fallait, bon bref. Mais non, mes souvenirs, c'est vraiment que positif. Tu vois, des balades en famille, à Noël, ouais, vraiment des moments privilégiés. Je pense que ça fait un peu comme les repas, tu sais, des repas de famille que certains ont. Et ben nous, c'était la course. Moi, il y avait aussi les repas, évidemment, mais on partageait plus presque en courant que autour d'un repas. Puis on rentre, tout le monde est content. Enfin, on est aussi satisfait de ce qu'on a fait et ouais, c'est vraiment des bons souvenirs. Ouais. Tu as parlé d'une vision là qui était très loisir et c'est logique à ces âges-là. Il y a un moment où la compétition a commencé à pointer le bout de son nez. Quel souvenir toi tu gardes de ton premier dossard? Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte et qu'est-ce qui t'a donné à un moment l'envie et l'élan d'accrocher ton premier dossard? Mon premier dossard, il était à 24 ans, donc quand même assez tard. Et en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais, je crois, 17 ans, quelque chose comme ça, 17-18 ans. Quand ma maman rencontrait mon beau-père, lui, il faisait beaucoup de courses. Il faisait partie d'un club de courses à La Plagne. Et puis, il faisait du marathon. Il avait fait les 100 km de Millau. Il avait fait déjà des grosses courses. Et donc, lui, il avait cette culture de la compétition que nous, on n'avait pas du tout. Mais il avait envie de nous emmener sur une course, ma mère et moi.
Et du coup, on est allé sur une course vraiment à côté qui faisait, je crois, une vingtaine de kilomètres. Et Est-ce que c'est la Sépienne? Moi, j'ai trouvé ça le 16 octobre 2011. Est-ce que ça peut être ça? c'est ça, c'est la Sépienne, ouais. Et puis en fait, bon, moi je suis arrivée, j'étais terrifiée, hein, je voyais toutes les filles autour, j'avais l'impression qu'elles étaient beaucoup plus équipées, beaucoup plus rapides, beaucoup plus musclées, j'avais l'impression que j'allais être complètement à la rue. T'avais un Et semblant d'objectif ou d'ambition à ce moment-là sur cette première course? Ou est-ce que tu y allais vraiment dans une logique de découverte? Non, déjà, t'avais envie, ouais. non, non. En fait, jamais. À partir du moment où j'ai fait de la compétition, je déteste être ridicule sur quoi que ce soit, en fait. Quoi que je fasse, que ce soit les études, que ce soit... Enfin, ridicule, il n'y a pas de ridicule, mais à partir du moment où il y a une comparaison possible, je vis mal l'échec. Donc, Une deuxième place, c'est un échec, par exemple? non. Non, non, puis encore plus moins maintenant, et puis ça dépend comment la course s'est passée, et ça dépend de plein de choses. À l'époque, j'avais pas du tout envie d'arriver dernière de la course, quoi. C'est clair que non. Mais je savais pas jusqu'où je pouvais aller du tout. Et puis vraiment, j'avais vraiment l'impression que je n'allais pas arriver dans les premières. Et en fait, j'ai gagné. Et ma mère est arrivée troisième. Donc on a partagé le podium ensemble. Donc c'était un bon souvenir aussi pour ça. Parce que bah, j'aime bien gagner aussi. J'aime vraiment bien. Est-ce que tu as tout de suite eu envie de faire la suivante au moment où cette course-là s'est achevée? Est-ce que tu t'es déjà projeté? Et puis est-ce que déjà a commencé à naître en toi cette envie d'aller explorer des distances un peu plus longues, d'aller chercher des efforts plus longs? Ou est-ce que ça s'est fait de façon très progressive? J'ai pas eu envie de faire plus long à ce moment-là parce que l'année d'après, je suis partie au Canada. J'étais jeune fille au pair au Canada et tout. Puis là, du coup, non, j'avais pas du tout en tête ça. C'est venu l'année suivante. En fait, les distances se sont allongées parce que j'ai fait, grâce à ma meilleure amie, c'est toujours les gens qui m'ont inscrit à des compétitions au départ. Ça venait pas du tout de moi, mais et j'ai fait l'échappée belle et le petit format. Le parcours des crêtes, c'est ça? 47 km? C'est ça. Et du coup, comme je savais qu'il y avait deux formats supplémentaires, bah dans ma tête c'était première année le 47, deuxième année le 80, et puis troisième année le 144. Et le tour des géants l'année Donc d'après. j'avais pas... c'est ça. Et du coup c'est comme ça que j'ai allongé les distances. Mais au départ non, c'était pas dès la première où je me suis dit tiens, je connaissais pas hein, l'UTMB, la diagonale des fous. Ça, moi j'étais pas, non à ce moment-là pas du tout. J'ai lu que Antoine Guillon avait pu jouer un rôle sur ça, sur ta découverte de l'ultra trail. La première année où j'ai fait donc le parcours des crêtes, lui faisait le 80 km la traversée nord. Quand je suis arrivée du coup du 47, je suis arrivée troisième l'année où je l'ai fait. Antoine est arrivé en même temps du 80, donc il était parti un peu avant quand même, je tiens à le dire. Et donc on est arrivé quasiment en même temps. Et ma meilleure amie Adèle, elle par contre elle suivait en fait le trail et l'ultra trail, elle aimait ça, elle achetait Nature Trail, voilà, c'est elle qui m'a fait un peu découvrir ce milieu. Et donc elle m'a dit que qu'Antoine était un champion, voilà, qu'il était connu. Bon, moi j'étais en train de me faire masser à ce moment-là, si tu veux, j'ai relevé la tête, j'ai regardé sa tête, puis je me suis recouchée, puis voilà, ça s'est arrêté là. Et puis l'année suivante, j'étais à Paris, donc prof de PS, et je reçois sur Facebook, je pense, une notification pour s'inscrire au 80, et comme quoi il restait peu de place ou je sais pas. Et j'ai cliqué sur le 80, je me suis inscrite donc l'été d'après, sachant que je passais un an à Paris, tu vois, sans dénivelé, quoi. Et puis sans m'entraîner, en fait. Le cadre idéal pour se préparer, ouais. Ouais, c'est ça, il y a quand même 6000 mètres de dénivelé positif, hein, la traversée nord de l'échappée belle. Et puis, en faisant des randos et tout, je me disais quand même 6000 mètres de dénivelé positif, ça va être chaud. Ça va être compliqué. Et j'ai vu qu'Antoine Guillon, ce nom m'a dit quelque chose parce que je l'avais croisé l'année précédente, faisait un stage au mois d'août d'une semaine pour préparer ce trail. Je me suis dit, bah ça c'est impeccable, une semaine, nickel, je préparais mon trail en une semaine. Et du coup, j'ai fait ce stage et j'ai rencontré Antoine et c'est super bien passé. Et voilà, il m'a invité chez lui, on est allé finir l'entraînement chez lui et la course s'est très bien passée et voilà, c'est parti comme ça, la compétition. À quel moment est-ce que tu as pris conscience, toi, de tes capacités et puis quelles sont-elles, selon toi, quels sont tes atouts aujourd'hui? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu as pu déjà déceler à l'époque comme capacité mentale, physique? C'est cette course-là, en fait, qui a fait que je me suis rendu compte que je pouvais peut-être prétendre à des jolies courses parce que là, du coup, je m'étais entraînée effectivement 2 semaines, en fait, parce que en plus, le mois précédent, j'étais partie en Malaisie avec des copines, j'avais pas couru pendant un mois. J'ai fait le stage d'une semaine avec Antoine et un week-end chez lui. Et puis, je courais régulièrement chez moi, voilà. Mais sans m'entraîner, il n'y avait pas d'entraînement, quoi. Et j'ai fait la course et je suis arrivée 6e au scratch et j'ai gagné, du coup, chez les filles.
Et donc je me suis dit bon bah là du coup c'est cool, visiblement tu peux faire des trucs sympas. Donc bah pourquoi pas essayer des courses plus relevées, peut-être internationales. Et puis c'est vrai que comme Antoine m'a fait rêver aussi, j'ai vu ce qu'il avait fait, ce qu'il était possible de faire, et en plus il avait cet état d'esprit lui qui est toujours d'ailleurs très positif et pas du tout dans la compète. Moi c'est vrai que j'ai du mal avec ça. C'est complètement ambigu parce que en fait d'un côté quand je fais une compète c'est vrai que j'ai envie de vraiment de performer, mais je déteste cette pression et sentir l'envie de gagner tout le monde, ça me tend vraiment. Et Antoine, c'était vraiment le plaisir de la course qui sortait en fait de son discours. C'était tu verras la diagonale, c'est incroyable, c'est une ambiance folle, c'est des paysages magnifiques, et ça me donne envie en fait. Mais si on me dit tu verras, il y aura 3000 coureurs au départ, ça va pousser dans tous les sens, ça va être hyper dur, là du coup j'y vais pas quoi. Je rebondis là sur ce que tu évoques, sur cette espèce de un peu de contradiction, on va dire, et puis sur cette gestion du stress. Est-ce que toi, tu constates une évolution? Est-ce que tu as l'impression de gérer différemment, mieux ton stress, ou est-ce que c'est globalement un tempérament profond et que tu as du mal à surmonter? J'ai quand même progressé parce qu'il y a 10 ans, j'aurais pas fait ce que je fais. J'aurais pas pu prendre le départ d'une course élevée. Et en fait, cette peur-là me donnait tellement pas envie que j'aurais pas pu surmonter ça. Maintenant, j'arrive à le surmonter, mais c'est dur quand même. Ça reste vraiment, je pense, Une épreuve, ouais. ancré, et ça partira pas. J'ai vraiment essayé de travailler dessus et c'est vraiment difficile. Et les veilles de course, c'est un calvaire. C'est toujours un calvaire, et je pense que ça le restera. Et c'est pénible parce que du coup, c'est vrai que ça m'enlève quand même une partie de plaisir. Mais bon, c'est après ça. En fait, maintenant, je l'accepte. Je sais que je suis comme ça, et voilà, je sais que ça va venir, et bon, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Tu t'es fait accompagner sur ça? Est-ce que tu as sollicité peut-être des contributions extérieures pour t'aider à corriger ou adapter, nuancer? Ouais, j'ai eu une préparatrice mentale pendant 1 an et demi. C'était bien, hein, j'ai eu des beaux résultats quand même, des compètes qui sont vachement mieux passées. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive sur un UTMB, tout part en fumée, quoi. J'y arrive pas. C'est vraiment la La compétition, la théorie, course, la l'événement pratique. là, ça part en live, hein. C'est à chaque fois, c'est compliqué. J'ai l'impression que je joue ma vie, hein. C'est n'importe quoi, hein, mais mais oui, c'est dur, c'est dur. Mm. Et ça, c'est spécifique vraiment à ta pratique à haut niveau, ou est-ce que c'est au quotidien, on pourrait dire que de manière générale, tu es un peu anxieuse sur certaines situations où tu anticipes des choses qui peuvent t'angoisser? Je pense que c'est quand même un tempérament. J'ai tellement envie de bien faire que non, là, j'ai passé une certification en anglais, par exemple, la semaine dernière, tu vois, pour enseigner en fait le PS dans les sections européennes. J'étais stressée. Alors pas stressée comme mon départ du TMB, attention, hein, rien à voir, mais bon, il est venu aussi assez tard. Je pense que ça, peut-être que ça m'aide au quotidien aussi, parce que du coup, ça permet de prendre un peu de recul quand même. Mais non, si il y a quelque chose surtout quand il y a une notion de réussite, de performance, d'examen, de choses comme ça, il y a toujours du stress. Ce qui veut dire beaucoup d'exigences. Le miroir de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'exigences, j'imagine. C'est ça qui génère toute cette angoisse et cette envie de pas te décevoir, j'imagine. Dernière question avant qu'on parle de plein de belles réjouissances sur le sujet, mais comment tu gères justement quand une course se passe pas exactement comme tu l'imaginais, donc que ce soit une performance en deçà de ce que tu espérais ou que ce soit un abandon? C'est quelque chose qui va t'habiter longtemps, ou est-ce que tu vas avoir cette capacité, cette envie de tout de suite te projeter sur autre chose pour évacuer le sujet, ou est-ce que tu vas un peu, tu vas mettre du temps à le digérer, à l'analyser? Non, en général, je mets pas énormément le temps à le digérer. Mais par contre, j'ai l'impression que ça, enfin non, j'allais dire ça joue un peu sur l'estime de moi en fait, sur du long terme. Mais en fait, les réussites enfin, j'ai pas une estime de moi, en tout cas dans le N'influence pas dans l'autre sport sens, ouais. ouais, non, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ce qui est dommage quand même, Mm. parce que ça marche que dans le mauvais sens. Mais Quand on gagne une TDS, ça doit faire du bien au moral et à la confiance quand même. Même deux d'ailleurs. ouais, mais tu vois, je vais pas me souvenir de ça. Je vais me souvenir d'un abandon, tu vois. Bah, en fait, je me souviens du départ de la CCC, tu vois, cette année, cet été. Je me rappelle dire à ma mère qui était là, où j'étais dans un état pitoyable au départ de la course, enfin, en partant de l'hôtel, et lui dire, de toute façon, maintenant, je termine plus mes courses. Et elle m'a regardée dépitée. Elle me dit, attends, il y a une course que t'as pas terminée, c'est l'UTMB. Certes, c'est arrivé 2 fois, mais toutes les autres courses, tu les as finies. Et elle a raison. Mais je suis pas du tout objective. Et je le pense sincèrement quand je le dis. C'est vraiment quelque chose que je pense. Et du coup, ouais, c'est compliqué. Je suis pas objective, vraiment.
Audrey, on va longuement parler du mute aujourd'hui, là, tous les deux dans cet épisode de Course épique. Tu as un palmarès évocateur. Là, j'ai entre les lignes tissé un peu déjà une référence qui était ta victoire sur la TDS en 2018-2019. Et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, beaucoup de podiums. Enfin voilà, tu pourras étayer. Je vais te poser quelques petites questions en rafale justement sur les courses que tu as pu connaître jusqu'à maintenant. Celle qui a eu le déroulement le plus inattendu, la plus surprenante ou improbable jusqu'à maintenant. Je dirais le Ventoux. Les 2 fois, j'ai été agréablement surprise des résultats du Ventoux. Du coup, c'est une course que j'adore. Qui s'est très bien passé l'année dernière. Tu seras cette année? Non, mais non, je le sais. On Non, en parlera plus tard. pas cette année. Pas cette année. La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant. La diagonale. Celle que tu n'oublieras jamais, s'il en restait qu'une. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé. Ah si, non, la plus impromptue, c'est même pas celle-ci. C'est pas le Ventoux. Le résultat le plus incroyable, c'est le 100 km sur route avec Oka, le projet Carbonix. Ouais. Alors là, ah bah ça c'est incroyable parce que alors je pensais vraiment arriver dernière, mais j'étais sûre d'arriver dernière là. C'était vraiment, je prenais le départ. Du coup, j'étais pas stressée. Et en fait, j'ai gagné. Et C'était dingue. t'as gagné en C'était super. 7h40. Ouais, j'ai gagné. Ouais, incroyable. Non, mais ça, c'était fou. Donc, ouais, pardon. Du coup, la question après, c'était la plus. Ouais, je sais qu'il y en a toujours plein pour plein de raisons différentes, mais en tout cas, celle, ouais, c'est ça, la première que tu raconterais à tes enfants, par exemple. Voilà, TDS, je pense, en 2018. Celle que tu voudrais réécrire autrement. Il y en a beaucoup aussi, là. Bah, les 2 UTMB ou. Ouais, les UTMB, ouais. Celle où tu as le souvenir de t'en être mis particulièrement plein les yeux. Montreux. Parce que très différent de ce que tu connaissais jusqu'à maintenant. Parce que magnifique du début à la fin. Vraiment, j'ai trouvé des paysages grandioses tout le temps. Et ça, c'est quand même rare. Il y a souvent un petit passage qu'on trouve moins bien, moins beau, moins spectaculaire. Et là, j'ai trouvé ça superbe du début à la fin. Merci beaucoup, Audrey, pour cette petite séquence en rafale. Je vais juste te poser la question globalement sur toi, ton moteur aujourd'hui pour t'aligner sur une ligne de départ. C'est quoi aujourd'hui ton driver? Est-ce que c'est exclusivement la performance et l'envie de réussir et d'être devant? Est-ce qu'il y a quand même d'autres notions qui sont à peu près équivalentes ou c'est vraiment secondaire par rapport à ta quête de résultats? Ouais, malheureusement, j'essaye, hein. J'essaie d'ouvrir. J'essaie d'ouvrir parce que le problème, c'est que quand on est en quête de résultats tout le temps, on est vite déçu en fait. On est souvent déçu en fait. Et du coup, j'essaye de me dire, allez, t'essaies de te faire plaisir. Ce que j'ai fait sur la CCC, par exemple, cet été, je me suis dit, allez, là, l'objectif, c'est vraiment de faire une course et de se faire plaisir. Et j'y suis arrivée, mais tu vois, après, bah, je vois le résultat et ça me va pas. Du coup, c'est compliqué encore. En fait, je pense que vraiment la course, tu vois, en compétition, moi, l'objectif, c'est de me sentir valorisée, je pense, tu vois, de me sentir rassurée. Et c'est vraiment pour ça, je pense, que je fais de la compète. Et du coup, bah, j'ai du mal à voir le reste, en fait. Et puis, bon, après, là, la CCC, c'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai vraiment pas trop souffert, mais c'est quand même la première fois. D'habitude, quand on me disait prendre du plaisir sur une course, je me disais, punaise, en général, je prends beaucoup de souffrance quand même. C'est difficile de dire plaisir dans ces conditions. Mais là, c'est vrai que je sais que c'est possible parce que je l'ai vécu. Donc, je vais essayer, j'essaye. Je travaille dessus. Dernier sujet que je voulais évoquer avec toi là, dans cette introduction, Audrey, c'est un autre type de compétition, mais c'est ton rapport à l'équipe de France aujourd'hui, à savoir à quel point il est indispensable. Est-ce que c'est du bonus? Est-ce que c'est secondaire? Voilà, quel attachement tu peux avoir toi pour cette équipe de France? Ce qui te reste de ton titre de championne du monde à Innsbruck là, l'année dernière au mois de juin? Voilà, quelle place tu as envie de donner à ce projet-là en marge de toi, ta performance individuelle et pour toi-même? Alors, bah, ça, c'est, ouais, dans les meilleurs souvenirs que j'ai, en fait, parce que c'est partagé, parce que c'est en équipe, ouais, parce que c'est un collectif, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Après, il y a des choses qui sont difficiles pour moi en équipe de France, notamment les stages, par exemple. C'est du plaisir, mais en même temps, c'est aussi, bah, de la comparaison, qu'on veuille ou pas, on est une semaine ensemble, c'est souvent proche d'une échéance. Et c'est compliqué de pas regarder vraiment du tout le niveau des autres. Moi, j'ai peur en fait, j'ai peur souvent. Et du coup, quand je vois que si je me fais éclater sur une séance, je vais me dire oh là là, là c'est la cata, ça va être vraiment compliqué. Et sur une semaine, je sais que pour moi c'est dur à gérer. Donc les stages sont difficiles.
c'est De la fatigant même façon et qu'ils peuvent l'être c'est... avec Oka, par exemple, quand c'est pas forcément tes Non, partenaires d'équipe de France. ouais. Ok, c'est plus marqué Pas quand du c'est tout, les... parce qu'avec Oka, déjà, c'est principalement des garçons. Donc la comparaison est moins facile. Et puis chez Oka, on a des distances différentes. Donc en fait, chacun fait son entraînement et on passe de bons moments ensemble. Donc c'est beaucoup plus détendu. Là, cet été, on a fait un mois presque à Valto avec Oka et c'était vraiment du plaisir tout le temps. Et puis j'ai aussi des gens chez Oka dont je suis très très proche. Donc comme Julien par exemple, Chaurier, qui me rassure, qui me qu'on connaît salue. bien et du coup c'est ouais voilà qu'on salue. C'est très agréable. C'est vrai que l'équipe de France, j'ai aussi de très très bons amis. J'ai mon entraîneur Adrien, j'ai Marion qui est une de mes meilleures amies. Mais il y a quand même, je sais que ça vient de moi, mais cette notion où j'ai peur de pas être à la hauteur et c'est compliqué à gérer sur une semaine parce que du coup, je me mets la pression sur tous les entraînements. On en a quand même 2 par jour. Et j'ai l'impression qu'on fait que ça aussi. Moi, à chaque fois quand il y a un stage, je me dis ah ça va être cool, on va passer tous un moment ensemble. En fait, non, on va s'entraîner le matin, on va s'entraîner l'après-midi. Et moi, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller faire les boutiques avec mes amis, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai envie de faire autre chose. Et voilà, c'est pas une colo, en fait. C'est un stage en équipe de France. Donc, Et ça peut créer des tensions ou c'est quelque chose que tu arrives toi à contrôler et à garder pour toi, voilà, ce sentiment de comparaison? Non, ça crée pas de tension. Non, 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 parce qu'en plus j'en ai conscience, donc j'essaie vraiment de faire attention parce que j'ai pas envie que enfin, ça soit perçu comme ça chez les autres, sachant que ça c'est quand même quelque chose de très féminin et qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ne sont pas comme ça. Il y en a pas beaucoup qui le disent et il y en a pas beaucoup qui le savent peut-être, mais il y en a beaucoup qui le vivent en fait. Par chance, Marion n'est pas du tout comme ça, donc ça c'est très bien et c'est aussi pour ça je pense que c'est une de mes meilleures amies. On en avait parlé très tôt d'ailleurs pendant le stage. C'est moi qui lui en avais parlé pour lui expliquer parce que j'ai vraiment peur. Comme c'est un collectif, je veux vraiment pas que cette peur qui est individuelle, ouais, Elle a un impact négatif sur la dynamique. voilà, c'est ça. Mais les filles sont globalement comme ça. Enfin, quasiment toutes les filles sont comme ça. Du coup, je le sens, en fait. Même si on me le dit pas, je sens bien que je suis pas la seule à avoir envie de me rassurer. Donc, donc c'est dur. Merci beaucoup Audrey pour cette introduction. On va passer maintenant à notre questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi, pas les plus simples. Si tu pouvais changer une seule chose de ton passé, quelle serait-elle et pourquoi? Je pense que je changerais rien parce que forcément il y a plein de choses qui ne vont pas dans le sens dans lequel on voudrait que ça aille, mais c'est ce qui fait aussi la personne qu'on est. Et du coup, le fait de surmonter ces obstacles, je pense que ça permet aussi d'être de meilleures personnes. Donc non, j'aimerais pas changer de choses. À part si, tu vois, la semaine dernière, là, même cette semaine, en fait, ce début de semaine, je suis allée au ski avec mes élèves. Tu vois, j'ai pris une doudoune à 500 balles et j'ai chargé les skis et j'ai déchiré ma doudoune parce que la doudoune n'est pas faite pour faire du ski alpin, tu vois. Ça, je Ça, le tu peux changerais, changer tu vois. ça. Ça, je prendrais une autre Mm. veste, du coup. Ouais. Mais voilà, sur des choses plus profondes, non, non, je garde mon passé tel qu'il est. Deuxième question pour toi, le moment de ta vie où tu as été la plus heureuse jusqu'à aujourd'hui, à part au moment de cette interview, j'entends. J'ai eu plein de moments dans ma vie où j'ai été très heureuse et je pense que c'est justement aussi de surmonter des moments qui sont plus durs qui nous rendent très heureux après. Sur plein de plans, j'ai été très heureuse, j'ai été très satisfaite. Bien sûr, je suis très très exigeante, donc on en veut toujours plus. Mais globalement, j'ai beaucoup de chance et j'ai vraiment, j'ai été je Tu as une suis vie très heureuse. heureuse et j'ai eu des moments très heureux. Mais c'est vrai que je t'avouerais que le 4 novembre de cette année, j'ai aussi une petite dose de bonheur très forte. Tu me vois dans l'obligation de te poser la question dont je connais la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé ce 4 novembre? Et ben, j'ai appris que j'allais devenir maman. Donc voilà, c'est encore un bonheur particulier, mais c'est un Félicitations. bonheur de tous les jours. Et merci. C'est une très belle nouvelle. Donc tu vas avoir en perspective encore plein de moments heureux qui vont se dessiner pour toi là. Donc, 4 ans. Ça fait 4 mois, c'est ça, je Ouais, crois. ouais, je suis dans mon 4e Mm. mois, ouais. Il est prévu pour tout début août. Ce qui t'empêche pas, donc pour reboucler avec le petit spoiler de début d'échange, d'aller te promener, d'aller courir encore un peu. C'est quoi ta pratique là de course? Qu'est-ce que tu t'autorises? En fait, je repars sur mes bases originelles. Bien sûr, c'était un projet, donc j'en ai parlé à Adrien tout de suite. Au départ, je m'étais dit, je vais continuer l'entraînement avec Adrien parce que c'est quelqu'un qui est bien calé là-dessus. Il a accompagné Anne-Lise et ça s'est quand même plutôt très bien passé. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais besoin de retourner vraiment à mon instinct en fait primaire de coureuse à pied, de faire un peu ce que je voulais, de faire des sorties comme je le sentais
de plus du tout faire de fractionné, bah ça c'est bien. Maintenant j'ai une excuse pour plus en faire. Et vraiment là c'est ça en fait. Je fais des sorties comme je le sens. Je fais des sorties quand même encore longues. Hein. Ouais, encore pas mal de dénive, mais c'est vrai que je m'impose rien du tout en termes d'allure. Et c'est vraiment au ressenti et à l'envie. Et du coup je prends beaucoup de plaisir. Voilà. Et puis je vais voir au fur et à mesure de la grossesse comment ça se passe. Tu vois, il y a 2 jours j'étais un peu fatiguée. Je me suis pris une journée de repos. Et c'était très bien. Et voilà, c'est vraiment au ressenti. L'essentiel, que tu te sens que ça te fasse du bien, que tu te fasses confiance à ce que ton Ouais. corps t'envoie comme signal. Dernière question pour toi. Est-ce qu'on aimerait tous avoir un super pouvoir? Qu'est-ce que toi tu choisirais? Comment tu l'utiliserais? Si je pouvais avoir un super pouvoir, j'aimerais bien savoir voler. Ok. J'aimerais bien voler parce que ça, c'est, tu vois, Time to Fly, quoi. J'ai bien choisi mon sponsor. Bon, ils ont changé de slogan depuis, mais celui-là, il était bien quand même. Mais ouais, non, vraiment, ça, c'est Tu un rêves que tu super voles? Ça, pouvoir c'est que un rêve j'aurais qui est assez vraiment aimé. courant. Oui, 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 ça m'arrive. Moi, ça m'arrive quand je sors de l'eau, tu vois, quand j'arrive au bord de la mer et hop, je continue, tu vois, je fais le mouvement de bras et là, je continue, je m'envole. Et je suis déçu quand je Ouais, me réveille ouais, après c'est bien. parce que c'est pratique. Puis ça peut aider à faire des bonnes perfs. Ça serait bien. Mais tu vois, je trouve que en courant, honnêtement, je trouve que c'est un ressenti. Alors bien sûr, tu voles pas, mais on a un peu ce ressenti quand même quand on court sur une crête, ou enfin pas sur une crête où il y a des rochers partout, on peut pas courir, on est obligé de regarder nos pieds, mais un chemin qui serait relativement roulant en hauteur, je trouve qu'on a un peu ce ressenti là de liberté, de ah, c'est Et vraiment même ce que je peut-être préfère plus avoir. généralement dans l'état de flow aussi, c'est assez courant d'entendre les gens Ouais, dire qu'ils volaient, quoi. Tout simplement, même si c'est ouais. des décors Ça un peu m'est pas moins arrivé spectaculaires souvent en moi, mais hauteur. Ouais. j'ai pas été souvent dans le flow moi. J'étais souvent dans la galère, mais j'ai pas été très souvent dans le flow. Il n'est jamais trop tard pour flotter, je te le souhaite. Ouais, c'est vrai. Audrey, je vais présenter ta course épique, celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est ton Mute. Donc, je vais en planter brièvement le décor. Donc, Mute, c'est l'acronyme de Madeira Island Ultra Trail, qui plante donc, comme son nom l'indique, son décor à Madère, une île qui est située au beau milieu de l'Atlantique Nord, à 900 km du Portugal continental et à environ 600 km de la côte ouest du Maroc. Je suis sûr qu'à la fin de la description, là, j'aurais très envie d'y aller, de faire mes valises et puis d'aller à Madère. C'est une île où la montagne enlace la mer bleu calcaire, où coexistent des cascades spectaculaires, des sentiers, près de 1500 km de levadas. C'est les canaux d'irrigation que tu as dû observer là-bas à de nombreuses reprises. C'est voilà, une des particularités de l'île. Si on en revient un peu plus à l'histoire de la course, depuis 2004, c'est un groupe de pionniers, membres du club de Montana de Funchal, qui avait l'habitude d'essayer de traverser chaque année l'île en moins de 24 heures. C'est né comme ça, c'était l'embryon de ce qui deviendra plus tard en 2008, le Mute, qui comptait pour sa première édition seulement 141 participants. Il y a pas mal d'évolutions régulières du parcours année après année. Le Mute a finalement trouvé en 2013 son format actuel avec un départ de Porto Moniz et une arrivée à Machico. Outre le format de 115 km qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le Mute propose 4 autres courses de 16 à 85 km. C'est d'ailleurs une course que tu as toi-même éprouvée. Sur son format 115, le challenge offert aux coureurs est passionnant, traverser l'île d'un bout à l'autre dans le sens nord-ouest-sud-est, en commençant à Porto Moniz au niveau de la mer, pour ensuite parcourir des passages par les plus hauts sommets de l'île, les fameux picots dont tu vas nous parler, et un lever de soleil qui t'a particulièrement marqué, avant de redescendre donc au niveau de la mer à Mexico, j'en ai parlé tout à l'heure. Quelques chiffres sur l'édition à laquelle tu as participé, en tout cas celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'était en 2019, vous étiez 2724 coureuses et coureurs, dont 1435 étrangers et 57 nationalités différentes. J'ai oublié quelque chose, Audrey, ou pas? Ou c'est à peu près exhaustif et complet et correct? Tu valides? Je dirais que c'est plutôt complet, ouais. Ok, je n'ai pas parlé de la végétation, de la faune, etc. Mais voilà, ça T'as pas sera parlé pour un des autre avocats épisode. surtout, mais bon. Et ouais, mais je compte sur toi pour nous parler de ça et du petit panier à l'arrivée. Audrey, ça se passait hyper bien, mais là, c'est la question qui pique. Donc, l'idée, c'est que je te pose une petite question très bienveillante, mais qui chatouille un tout petit peu. Il y a une icône absolue sur cette île. J'imagine que ça t'a pas échappé. C'est une fierté locale. Tu vois de qui je parle ou pas? Oui, le nom de l'aéroport. Exactement, c'est lui-même, Mhm. Cristiano Ronaldo. Il a son musée, Mhm. il a son aéroport. J'ai un vrai faux à te proposer sur Cristiano Ronaldo. Je suis sûr que tu es très calé en Cristiano Ronaldo. Ouh là là. Première. T'as une chance sur deux. C'est comme la marmotte, tu vois, pour prédire la météo, t'as à peu près une chance sur deux. Il devrait y avoir moins de 40% de bonnes réponses, je pense. Alors, je suis sûr que tu vas y arriver très bien. Première question pour toi, Audrey. Son père était un grand fan de Ronald Reagan, et c'est pour cette raison-là qu'il lui a donné ce prénom Ronaldo. Faux. C'est vrai, ça commence pas mal. Deuxième question pour toi, Audrey. Je suis sûr que la deuxième, j'ai bon espoir. Après l'aéroport donc, qui porte son nom, le musée qui lui est consacré sur l'île, on en a parlé, il a été envisagé un temps que le Mute soit rebaptisé le Cristiano Ronaldo Madeira International Ultra Trail, autrement appelé le CRMUT, projet qui aurait été abandonné en raison de l'impossibilité de prononcer le nom de la course du premier coup. Ça, c'est faux.
Effectivement, ça n'a jamais existé. Dernière question, à l'occasion de faire un 2 sur 3. Contrairement à de nombreux footballeurs, Ronaldo n'a aucun tatouage et c'est principalement pour pouvoir continuer à donner son sang de façon régulière. Je dirais que c'est faux. J'ai pas bien entendu, t'as dit c'est vrai, c'est ça? Oui, j'ai dit que c'était vrai, ouais. Oui, absolument, bravo. Je sais pas comment t'as trouvé Audrey, mais effectivement c'est vrai. Tu vois, c'est un homme au grand cœur. Il est mécène, je pense, de plein d'associations aussi. Donc voilà, il redistribue en partie C'est bien. les revenus qu'il génère et puis son sang dans un autre registre. Écoute, 2 sur 3, franchement Audrey, bravo. Ouais, Ça en est fini belle perf. cette question qui pique, hein, un peu piqué. Le moment est venu de partager avec nous donc ta course épique avec ce but en or de vivre la plus belle des courses possibles à l'occasion de ton Mute 2019. J'aimerais qu'on commence par une petite anecdote que tu m'as racontée avant qu'on échange là aujourd'hui lors de notre entretien préparatoire. Tu étais venu une première fois en 2018 sur le format 85. Ça a déjà été une première épreuve d'arriver à être dans les temps sur la ligne de départ, de ce que j'ai compris. L'épreuve a commencé dans l'avion, déjà, ouais. Et oui, oui, c'est en fait, Il y avait il déjà faut une barrière savoir horaire dans l'avion. que... Ouais. Il y a une barrière tout court. En fait, c'est le train d'atterrissage est très restreint en fait à Madère. Et comme c'est une île, il y a beaucoup de vent. Et en fait, peu de pilotes sont habilités à pouvoir atterrir à Madère. L'aéroport est Et très flippant. Il est posé sur la mer avec des très flippant. pylônes. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, ça fait très peur. Et oui, donc du coup, j'étais partie avec ma mère, hein, fidèle acolyte, qui devait me faire l'assistance. C'était assez épique, ça aussi. Et en fait, on a décollé de Lisbonne et on est allé donc en direction de Madère. Et on n'a pas pu atterrir parce qu'il y avait trop de vent. On a fait demi-tour et on a atterri de nouveau à Lisbonne. Et nous, on était en train de lire, on n'a rien écouté. Et en fait, J'adore cette on n'a histoire. pas compris. On n'a pas compris qu'on était revenu à Lisbonne et on arrivait sur Lisbonne et en fait il y a un Christ un peu comme le Corcovado au Brésil là, mais il y est aussi à Madère, hein, mais il est notamment à Lisbonne. Et il y a un grand pont aussi dans les deux. Et donc on voit par la fenêtre ça, puis ma mère me dit ah oui ça j'ai lu, ah oui c'est typique de Madère et tout. Je dis ah oui bah le pont aussi, moi aussi j'ai lu un truc et tout. Puis on arrive sur le tarmac et on entend des gens se plaindre en se demandant si on allait être remboursé du billet et tout ça. Et moi, je me dis, bah, non, ils exagèrent un peu, on a un peu de retard, mais bon, ça va, on va pas être remboursé. C'est EasyJet, on ne sera pas remboursé. Ce que j'ai dit à la dame qui commençait à être très énervée à côté de moi, je dis, vous savez, je pense pas qu'on va être remboursé. Elle me dit, mais vous avez pas compris, on n'est pas à Madère, on est à Lisbonne. Et donc là, on a compris qu'en fait, on était au point de départ et qu'il Donc là, fallait vite branle-bas de réserver combat, un ouais. billet. Branle-bas de combat parce qu'en fait EasyJet a un vol par semaine, donc c'est le lundi, enfin à l'époque c'était le lundi, et donc ils nous proposaient gentiment de nous héberger gratuitement à Lisbonne une semaine et de nous faire prendre un vol le lundi d'après. Sauf que Parfait. la course était jeudi. Donc Nickel. moi je leur ai dit c'est pas possible. Donc j'ai dû réserver des billets, sachant que tous les gens dans l'aéroport essayaient de réserver des billets, on a payé très cher, mais bon, on a atterri. Et tu as pris le départ. Qu'est-ce qui t'a fait envie, toi, originellement sur Madère et qu'est-ce que tu as aimé de cette première expérience là-bas? Alors, bah, c'était sous les conseils d'Antoine. En fait, au départ, moi, quand on a décidé avec Antoine d'essayer de faire des courses un peu relevées, connues, internationales, je lui ai demandé quelles sont les courses les plus jolies que tu faites, en fait. Et le Mute est sorti assez spontanément et ça ressemble un peu à La Réunion. Donc voilà, Antoine, qui est un grand fan de La Réunion, m'a vite parlé de Madère et je lui ai fait confiance et j'ai vraiment eu raison parce que j'ai pas été déçue. C'est ce que c'est le moment où on parle des avocats, non pas encore? On attend un peu, c'est la meilleure partie, on garde la meilleure pour la Ouais, fin. donc ça marche. Audrey, donc on en revient à l'édition 2019, cette fois un an plus tard. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en place des choses particulières dans le cadre de la préparation de ce format-là et de cette course qui est particulière aussi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as ajustées qui étaient très propres à cette course-là? Oui, bah, c'est là où j'avais commencé la préparation mentale et je dois avouer que pour cette course, ça a vraiment super bien marché parce que j'ai pris le départ en étant pas du tout stressée et c'était la première fois que ça m'arrivait, donc c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Mais ouais, non, du coup, je dirais ça, ouais, surtout ça. Et puis après, j'étais à ce moment-là entraînée par Pascal Balducci, donc j'avais changé, j'étais plus entraînée par Antoine du coup, et voilà, donc ça avait quand même changé par rapport à mes tout débuts. Ces périodes de préparation, pour toi, là, elles sont toujours au service de l'objectif absolu qui est la course ou est-ce que c'est un plaisir en soi? Est-ce que c'est des périodes que tu prends plaisir à vivre? Ça dépend lesquels, je dirais. Euh, J'aime pas trop les contraintes. C'est vraiment quelque chose. Et du coup, le fractionné, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. J'aime beaucoup après, du coup. Comme j'aime pas du tout y aller, je suis très contente et très fière quand j'ai fini une séance. Mais sur le moment,
c'est pas vraiment une partie de plaisir. Enfin bon, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais il y en a que j'aime vraiment pas. C'est en spécifique. Sur la globalité, t'as pas des trous Voilà. d'air où pendant un mois tu te demandes pourquoi tu fais ça. Non, c'est vraiment Non, non, spécifique ça n'arrive pas. Non, à non, ton. non. Non, parce qu'à la base, courir, c'est quelque chose que j'aime, donc non. Comment tu te sens, toi, à l'issue de cette phase de préparation, justement, à quelques jours d'arriver là-bas? Est-ce que tu es physiquement et psychologiquement dans des dispositions qui sont favorables? Psychologiquement, tu nous l'as dit, mais physiquement, est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait exactement ce que tu espérais? Bah, en tout cas, j'ai fait les entraînements que j'avais à faire, j'ai validé, je suis pas blessée, j'ai mal nulle part, voilà. J'ai toujours du mal, moi, à dire, en fait, au départ d'une course, si je suis particulièrement... J'ai l'impression d'avoir une forme qui est un peu tout le temps la même, en fait. Constante? Ouais, voilà, vraiment, hein. Du coup, bah, j'ai du mal, en fait, à dire à chaque fois au début d'une course, je me sens bien ou je me sens pas bien. Je me sens et j'ai pas mal, voilà. Et en général, Je j'ai suis sur la ligne de peur, donc départ. je me sens pas trop. Voilà. Est-ce qu'il y a des concurrentes que tu regardes avec un œil particulièrement attentif? Il y a notamment une certaine Courtney qui commence alors à pas mal faire parler d'elle. Qu'est-ce que tu savais, toi, alors de cette queen de la discipline naissante? Voilà, est-ce que par nature aussi, tu vas beaucoup passer de temps à essayer d'un peu de regarder qui est là, étudier un peu les performances, les parcours, etc., les trajectoires? Alors le parcours, je le prépare, moi, pour ma course. Mais Courtenay, en fait, elle n'avait pas couru en fait à l'international avant cette course, je crois. Ou aussi, elle avait fait, je crois, au Japon, Mont Fuji l'année précédente, mais elle n'avait pas du tout le niveau qu'elle a eu, qu'elle a montré sur ce mute-là. Donc c'était la première fois qu'on la voyait en fait. Et tout le monde en parlait, enfin en tout cas les journalistes beaucoup. Bah moi, elle me faisait peur forcément, hein. Mais bon, j'avais ma copine Katie aussi qui était là, et puis elle me disait, oh tu sais, des fois les journalistes ils en font une caisse avec les américaines parce qu'elles ont des grosses quotidiennes, mais dans le dénivelé, c'est pas sûr du tout Il n'y a plus personne. qu'elle soit si forte. Elle était effectivement Ça pas s'est très vérifié forte. depuis, effectivement. Effectivement, Katie avait Elle a rien raison. fait comme performance. Ouais. Non, pas On très peut pas forte. toujours voir Non, juste. non. Mais sur Et le toi, coup, ça Katie, m'a vous fait étiez plaisir rencontrés sur d'entendre. ce même mute l'année précédente. Avec Katie, c'était en fait notre première course toutes les deux à l'international, c'était le 85. Tu avais une stratégie de course précisément établie? À quel point tu l'avais structurée? Est-ce que c'est des temps de passage? Est-ce que c'est des intentions, tu vois, d'être à l'avant, plutôt en retrait, de remonter? Est-ce que tu avais déjà établi ce genre de projet? Ben, Antoine m'avait appris comment préparer une course avec effectivement des prévisions de temps de passage. C'est surtout pour les quantités d'eau à porter en fait entre les ravitaillements. C'est surtout pour ça que les courses sont préparées. Donc d'ailleurs j'ai gardé ces habitudes-là, faire un dessin parce que je l'ai sur ma montre, mais je fais quand même le dessin en général du parcours. Je calcule tous mes temps de passage approximatifs et puis des fois c'est pas du tout respecté et ça me pose aucun problème. Mais en amont j'aime bien le faire, ouais. Donc j'avais fait ça, et puis après la stratégie, bah, dès que le départ était donné, c'était à fond. Rester devant, survivre. Donc là, je te pose pas vraiment la question, mais ton objectif, c'est forcément gagner? Ou est-ce que tu dis que comme il y a Katie, qu'il y a Courtney, est-ce que un podium sur le principe te plairait? Alors sur le 2019, l'objectif c'est de faire au mieux. Katie m'avait déjà battu l'année d'avant. Et donc je savais que Katie était forte, très forte. Courtney, bon, on en entendait beaucoup parler, donc je me doutais bien qu'elle quand même elle se débrouillait pas trop mal. Donc bon, essayer de voir pendant la course à quel point c'était jouable ou pas pour moi en fait. Mais d'essayer vraiment de tout donner pour jouer les avant-postes, oui, ça c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce mute? Bah, je savais pas trop. Je m'attendais à passer un peu de temps avec Katie parce que je savais qu'à ce moment-là, on avait quand même des niveaux relativement proches. Je savais qu'elle avait un peu peur à cette époque de traverser la nuit toute seule, donc je me disais on allait peut-être passer un peu de temps ensemble la nuit. Je savais qu'on allait voir de beaux paysages. J'espérais que les picots allaient être découverts parce que c'est pas tout le temps le cas là-bas. Je savais qu'il y aurait une ambiance assez Et il y a des familiale que passages, moi moi j'en ai fait dans le j'aime. brouillard qui peuvent être très flippants dans les picots. Ouais. Ouais, ah Quand tu es oui, au sommet oui, des si, picots et si, que il tu y es a dans du le brouillard, brouillard, vraiment. ça peut être très très flippant. Ouais. Ah ouais, ouais. Moi, c'est vrai que ça, j'ai eu vraiment de la chance parce que les fois où je l'ai fait, c'était découvert, donc vraiment eu beaucoup de chance, mais c'est sûr que c'est souvent couvert là-haut. Donc voilà, je m'attends à vivre tout ça, une arrivée très longue avec des levadas qui n'en terminent pas, on entend le micro, mais ça n'arrive jamais, ça je m'en souviens très bien aussi. Et puis cette arrivée à Machico que j'aime particulièrement, l'organisateur que je trouve très sympa, enfin voilà. Des belles réjouissances. Est-ce qu'il y a un facteur X, une espèce de point sur lequel tu dis que ça pourrait faire basculer en ta faveur la course s'il se passait ci ou ça, ou tel fait de course, ou telle condition? Est-ce que toi tu mises aussi sur quelque chose qui pourrait faire que tu tires particulièrement ton épingle du jeu?
Non, je me dis juste que, effectivement, comme Courtenay, on la connaît pas, Katie a raison, parce que c'est vrai que souvent, les journalistes se fient à la cote ITRA, et c'est vrai que les cotes ITRA des Américains ou même des Asiatiques, en général, sont très élevées parce qu'elles sont basées sur des courses sur route et qui sont très rapides sur des parties roulantes, et que peut-être elle sera pas à l'aise en montagne, donc ça peut jouer en notre faveur avec Katie, mais c'est tout. Après, je me suis vite rendu compte que ça allait pas basculer en notre faveur sur ce point-là. Ouais, t'es facteur Y plutôt que X là, ouais. Ok. Voilà, moi je mets sur le facteur Z. Le départ de la course, il est donné à minuit. Est-ce que c'est un problème pour toi? Est-ce que c'est plus inconfortable? Non, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien. Ce que j'aime le moins, moi, c'est de devoir dormir avant une course et de me réveiller très tôt. Parce que vu que je suis très stressée, du coup, je dors pas. Donc j'ai déjà une nuit blanche dans la tête dès le départ. Et du coup, ça, c'est un des avantages. Minuit, bon, c'est la soirée. Et de toute façon, il y a des gens qui arrivent à faire des siestes et tout. Mais bon, ça, moi, ces gens-là, je les comprends pas. Donc je fais pas de sieste, évidemment. Mais par contre, ça va. Minuit, c'est pas 5 heures du mat. C'est, voilà. On est à peu près tous logés à la même enseigne. Audrey, on va plonger maintenant dans ta course, dans tes baskets. Est-ce que tu peux nous parler du début de course? Comment se passent les premiers kilomètres et dizaines de kilomètres? Alors, bah, très vite, on se retrouve ensemble avec Courtenay un peu devant, mais quand même, elle était avec nous au départ, et Katie, et Maïté Mayora aussi. On joue pas mal, on se double, on se redouble, et quelque chose qui aurait pu me paraître stressant de prime abord, j'aurais plutôt tendance à dire je préfère être devant et voir personne, ce qui paraît quand même idéal. Et ben en fait là, ça m'a beaucoup plu. Ça faisait vraiment jeu, on se voyait, on se reperdait, on se revoyait, et ça j'ai vraiment aimé jouer à ça avec les filles. Et on s'est très vite retrouvés à deux Vous avec discutez dans Katie. ce moment-là? Il y a des échanges ou c'est très concentré? Moi, je rigole en général, parce que la situation me fait rire. Mais oui, oui, non, en général, il y a toujours un petit mot. Si, si, il y a toujours un petit mot. C'est souvent bon enfant et c'est souvent très sympa. Donc voilà, c'est vraiment le souvenir de début de course assez insolite. J'avais encore jamais vécu ça. Et quelque chose qui m'a vraiment plu, ouais. La nuit se prolonge et là tu restes donc plus côte à côte avec Katie, c'est ça, hein? Vous trouvez l'équilibre au gré des coups un peu de mieux et de moins bien de chacune. Finalement, vous arrivez à vous tenir de façon très harmonieuse, ce qui n'est pas forcément courant. Ouais, alors là, ouais, vraiment super. Et c'est aussi pour ça que ça a été ma course épique, parce que c'est une course que j'ai quand même beaucoup partagée avec Katie. Et oui, on est resté beaucoup ensemble. On arrivait vraiment à se relayer sans se l'être dit, sans rien, à se relayer dans les moments où l'une était un peu plus faible, l'autre prenait le relais. Et ça a très bien fonctionné, et pendant longtemps, pendant ouais, plus de 10 heures. On a vécu vraiment de bons moments. On était ensemble au ravitaillement. Du coup, mon ravitailleur l'a ravitaillé parce que son ravitailleur à elle s'occupait de Germain qui avait filé devant. Donc voilà, donc c'était aussi sympa parce qu'on était ensemble au ravitaillement. Et donc ouais, vraiment une complicité que j'ai beaucoup aimé. On a vécu, voilà, tu disais tout à l'heure, on a fait donc les picots. On est arrivé pile au moment du lever de soleil, et ça, on s'en rappellera. Je pense, je suis sûre que Katie s'en rappelle aussi. On s'est arrêté, on regardait ces paysages magnifiques, on était ensemble. C'était ouais, particulier, vraiment un très très bon moment. Jusqu'au drame. Tout se passait bien Tu vas nous raconter ça. et voilà. Et vous parlez là quand vous êtes avec Katie là sur plutôt la première moitié de course, vous parlez des positions, des places avec Courtenay. Tu as quand même le nez dans tes temps de passage, même si tu dis que tu n'y attaches pas une importance cruciale. Est-ce que quand même vous êtes vraiment à la colle et vous essayez de ne pas vous faire complètement décrocher? En fait, Katie, là que j'ai découvert aussi son tempérament, ouais, alors peut-être qu'elle était plus à l'aise que moi aussi, hein, c'est peut-être ça la raison, mais ouais, elle en parlait, elle pensait aller recoller Courtenay. Moi, à partir du moment où elle était partie, je me disais, oh, bon, elle est devant, elle est bien, nous on est bien. Moi, franchement, deuxième, troisième, ça me va bien. Je suis un peu, un peu de ce genre, tu vois, j'étais bien, c'est impeccable, j'avais pas forcément envie d'accélérer. En plus, on l'a vu, un ravitaillement au pied des picots, elle sortait du ravito, on y arrivait, donc j'ai senti que Katie, elle s'est dit, attends, on va pas la laisser filer comme ça. Bon, moi, j'étais pas hyper chaude, mais bon, j'ai suivi, j'aurais peut-être pas dû. Vous avez Mais fait des ouais, ouais, ravitaux non, express justement ou vous preniez le temps? non, non, on prenait pas le temps, non, non. C'était pas trop, non, non, on prenait pas le temps. Donc oui, on en arrive au sortir de la nuit, donc en haut des picots, on est à peu près aux abords du kilomètre 75-80. Vous avez fait une partie de la course déjà, une petite douzaine d'heures grosso modo, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous projeter dans ce moment, fais-nous rêver là? Et est-ce que vous vous posez la question d'ailleurs, est-ce que à ce moment-là vous accordez aussi une espèce de lâcher prise, de se dire ok là, on va laisser un peu tomber le chrono et juste profiter de cet instant et s'accorder ce temps-là?
Alors, bah écoute, ouais, on attaque la montée des picots, l'aube se lève en fait, et au fur et à mesure où on progresse, donc c'est une roche assez ocre, et donc le soleil arrive, et là c'est grandiose. On traverse des tunnels aussi, on a rigolé d'ailleurs dans ces tunnels parce qu'en fait, souvent on n'a pas envie de sortir notre lampe frontale parce qu'on sait pas trop où elle est, et en fait, non, très vite on s'est rendu compte qu'il fallait prendre le temps de sortir la lampe C'est une frontale mauvaise parce que idée. sinon on n'allait jamais arriver au bout du tunnel, et il y en a quelques-uns. Donc voilà, on a sorti de lampe frontale. Et puis ce paysage, ouais, on a pris. Alors c'était quand même restreint, c'était pas, on n'a pas observé la nature pendant une demi-heure, hein, ça serait mentir, mais on s'est arrêté quand même quelques secondes pour regarder. Et je me souviens, ouais, vraiment de cet instant de plénitude et de partage en fait, parce que je sais que Katie vraiment vivait la chose de la même manière que moi, et c'était super, ouais. Ouais, je pense un des meilleurs moments de course que j'ai vécu, ouais. Je suis en train de regretter, là on est en train de se parler de Pico depuis le début et j'aurais dû faire une question qui Pico, tu vois, c'est ça que j'aurais dû faire une question sur Pico au lieu de te parler de Ronaldo. Ce sera pour un prochain épisode sur un futur Prochaine, mute, on fera ça Audrey. voilà. Jusque-là, tout va bien. Et là, c'est le drame, il y a une Jusque-là, tout va hypoglycémie bien. qui pointe le bout de son nez. Est-ce que tu peux nous expliquer Il y a toujours voilà, quelque chose bah, qui ton part en live, interprétation ouais. de son arrivée et puis concrètement ce que ça a changé? Bah ça a changé pas mal de choses. Du coup, bah, on est arrivé en haut des picots, et c'est vrai que la Katie a accéléré et moi j'ai décéléré petit à petit. J'ai commencé à mourir sur place, et j'avais très envie de rester avec elle, mais c'était pas possible. C'est très progressif ou Et c'est donc soudain? D'un seul coup, tu as vraiment on coupe le moteur? en fait, je pense que ça faisait un petit moment déjà que je tirais sur la corde, et du coup, ça arrive un peu, ouais, coup de massue, où là, je me dis, là, c'est plus possible, je peux plus, là. Et j'ai l'impression elle Sur accélère, en fait. Je régime. sais pas si c'était vraiment le cas ou si c'était vraiment moi qui décélérais, mais en tout cas, vraiment cette impression qu'on n'allait plus du tout à la même allure. Et elle a filé, voilà, très rapidement, quoi. Je l'ai vu disparaître très vite. Là, vous vous dites quelque chose ou pas? Ou elle part devant et... Non, non, on a dû se dire quelque chose. Je me souviens plus en fait, mais moi déjà, je pense que je lui ai dit de partir parce que bah elle va pas m'attendre, et puis parce que je sais qu'elle peut éventuellement aller chercher Courtenay qui est devant, et je sais que c'est ce qu'elle cherche à faire. Mais c'est dur quand même parce que du coup, je me retrouve toute seule, et en plus dans un moment où j'étais pas au top. Donc après, je tombe, je me perds, je pleure, j'ai l'impression que je vais pas finir la course. Et puis ça revient, et puis finalement, je C'est quoi termine. les pensées positives qui te tiennent là justement dans ces moments-là, quand un peu d'égarement et puis de déception et de fatigue entremêlées? Qu'est-ce qui te fait donner l'envie? Là, c'est dur parce que c'est cette déception. J'ai toujours du mal avec. En fait, moi, j'essaie d'accepter la position ou la performance que je suis en train de faire assez tôt dans la course, comme si c'était un peu immuable, quoi, comme si ça allait pas changer. Et donc, quand il y a un changement comme ça au dernier moment, c'est soudain, et en fonction de l'état dans lequel je suis, j'arrive plus ou moins à prendre du recul. Et quand je suis très fatiguée, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment ça, me faire doubler sur une fin de course, c'est quelque chose qui est terrible en fait. C'est le pire truc qui puisse m'arriver. On te poignarde dans le dos, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, non, ça a été dur, hein. Ça a été dur parce que bah, j'espérais qu'on allait arriver à finir ensemble. Je me disais, ah, ça va être chouette une arrivée, alors qu'on est encore loin. Mais moi, j'arrive pas à ça. Je suis pas quelqu'un de patient. Voilà, je voyais bien l'arrivée ensemble. C'est trop cool. Non, en fait. Et non, ça, c'est pas facile. C'est des moments qui, pour moi, sont difficiles vraiment. Mais bon, il faut quand même Et un ça fait une moment. fin de course interminable en fait. Est-ce que t'en peux plus, t'as envie que ça s'arrête dès cet instant-là, t'as envie de te projeter sur une arrivée et de passer à autre chose, ou est-ce que l'envie peut revenir? Je dirais que ça fait un gros down. Et voilà, après, j'ai senti que ça allait un peu mieux. Mais cette impression de dire, bon, bah maintenant, tu fais comme si maintenant c'est foutu, bah termine, quoi. Comme s'il y avait plus de performance, alors qu'en fait, il y a quand même une performance, c'est quand même bien comme résultat. Il faut presque, je laisse tomber cette histoire de performance parce que le fait tu vois, de changer de place ou de mes plans de départ, c'est dur en fait. Voilà. Donc j'essaie de mettre la performance de côté, de me dire maintenant tu termines la course comme tu peux, et voilà, au moins t'auras fini quoi. Tu demandes quand même les écarts sur derrière, etc. T'es attentive quand même à préserver cette Ah troisième oui, place? j'avais peur, mais j'avais peur de ça parce que Katie, elle me parlait souvent de Maïté, et c'est elle qui m'en avait parlé, parce que moi pareil, j'ai pas regardé qui était sur la course, ce qu'elles avaient fait avant. Maïté Mayora, je la connaissais pas, et donc Katie avait très peur de Maïté, elle avait raison parce que c'est une très bonne coureuse, et ouais, elle est bah, très performante, elle a fait des très belles performances sur la course en montagne aussi, notamment skyrunning. Donc oui, j'avais peur que Maïté me revienne dessus, et donc mon objectif c'était aussi de pas me faire reprendre pour finir sur le podium. Donc j'avais aussi ça quand même, ce à quoi me raccrocher quand même jusqu'à la fin.
Et puis le panier garni à l'arrivée et les avocats, c'est quand même une motivation aussi pour Ah, pas lâcher, ça quoi. c'est ça c'est une grosse motivation. C'est avant tout pour ça que je fais la course. Audrey, tu conclus donc les 115 km de ce Mute à une très belle troisième place après 16 heures 10 minutes et 59 secondes d'effort. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce qu'il y a la satisfaction du podium avant tout? Est-ce qu'il y a un semblant de déception? Alors, en général, quand je termine une course, je laisse pas vraiment la place à la déception, c'est surtout le soulagement d'arriver. Parce qu'en général, je suis toujours très fatiguée et j'ai vraiment hâte d'arriver. Donc à ce moment-là, c'est ça qui prédomine. Il y a Katie sur la ligne d'arrivée, donc c'est vrai que je suis très contente de la voir. Et quand même, on a quand même partagé un grand moment ensemble et voilà, je veux me souvenir de ça. Après, je te cache pas que oui, il y a de la déception parce que du coup, j'ai l'impression de pas avoir tenu jusqu'au bout, de pas avoir peut-être fait tout ce qu'il fallait pour rester avec elle, de pas avoir assez bien géré ma course, de voilà, il y a de la déception, mais c'est pas ce qui domine à ce moment-là. Je suis quand même contente aussi d'avoir maintenu Maïté un peu loin, enfin loin, tout est relatif, mais en tout cas derrière, et À distance en tout cas. voilà, et de partager ce podium quand même avec de grandes championnes. Bon, à ce moment-là, c'est vrai que Courtenay, on se rendait pas compte à quel point elle était championne, mais là, du coup, voilà. Et puis a posteriori, tu vois, je me rendais pas compte à ce moment-là que au final, ce sera une de mes plus belles performances et une de mes plus belles courses. C'est vrai que je retiens du coup que j'ai quelque part j'ai pas réussi à rester avec Katie, que j'ai pas réussi à bien gérer moi jusqu'au bout comme elle l'a très bien fait. Mais en fait, on a beaucoup poussé avant, on est allé quand même très fort et je la referai l'année suivante. Deux ans après, parce que l'année suivante, il y avait le Covid, elle n'a pas eu lieu. Et je suis pas arrivée à égaler finalement le temps que j'avais fait en 2019 parce que je pense que cette complicité a été très bénéfique et que tout seul, c'est quand même plus compliqué. Et du coup, bah voilà, c'était aussi une des leçons que j'avais envie de tirer de cette course parce que voilà, a posteriori, je me suis dit, ah, en fait, c'était une super course et tu avais quand même de la déception à l'arrivée parce que tu avais l'impression que tu n'avais pas tout donné. Enfin, c'est pas tout donné parce qu'à l'arrivée, j'ai l'impression que j'ai tout donné, mais que j'ai pas aussi bien géré que ce que j'aurais dû le faire, en fait. Pour donner juste les résultats, donc Courtenay est arrivé en 15h17 et Katie 15h43. Donc à la deuxième place, et c'est François Daen chez les garçons qui l'a emporté. Ton sentiment, toi, sur ce format-là, tu connaissais le 85, sur le 115, est-ce que tu l'as trouvé plaisant, beaucoup plus challengeant? Enfin voilà, quel est un peu ton retour, ta expérience sur ce format que tu découvrais? J'ai adoré. Je trouve qu'il y a pas, j'avais pas trouvé qu'il y avait énormément de différence, mais peut-être parce que j'étais quand même plus entraînée aussi. C'était quand même 2 ans, non, 1 an après ou 2 ans après, je sais plus. Non, 1 an après. Mais Un an bon, en tout après, cas, oui. je m'étais beaucoup entraînée. Mais non, j'ai, j'ai, j'ai aimé le faire en entier. C'est comme, tu sais, il y a les courses où il y a toujours une course un peu reine dans toutes les courses qu'il y a, quand il y a des événements où il y a plusieurs courses. Et bah, la satisfaction d'avoir fait la vraie course. C'est pas toujours la plus grande d'ailleurs, parce que le marathon du Mont Blanc, la course reine, c'est le marathon, c'est pas le 90. Et là, bah, l'épreuve reine, c'est le mute. Donc j'étais contente voilà, de faire la vraie et puis de traverser toute l'île. Et j'ai trouvé que le timing était très bon avec le lever de soleil et les picots. Donc, donc non, j'ai vraiment aimé ce 115 km. A posteriori, qu'est-ce qui t'a apparu le plus difficile sur la course? Bah, le sommet des picots. Le sommet des picots et cette hypo et la déception de voir ma copine partir, d'avoir la sensation de pas être capable de la suivre et de perdre un petit peu pied. Du coup, bon, je me suis quand même reprise après, mais voilà, c'est ça qui a été le plus dur pour moi, ouais. S'il y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais de ce mute? Bah, ce lever de soleil sur les picots avec Katie, sans doute. Ouais, ça devait être magnifique. Il y a une photo qui immortalise ça? Non, vous n'êtes pas allé jusque-là quand même. Non, il y en a une un peu trop tard du coup. Il y a une photo, on est en haut, mais moi ça va pas du tout et du coup je suis dégoûtée quoi. Ils auraient pu être là un petit peu plus tôt où là c'était vraiment bien, on était ensemble, c'était magnifique. Mais là à ce moment-là, non, les photos sont pas dingues. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir partagé avec nous ce Mute 2019. Si tu veux bien, on va se parler un petit peu d'avenir et de la suite. Donc, tu nous l'as dit, ton année va être pas mal consacrée à l'accompagnement de l'arrivée de ton enfant là, dans quelques mois, dans 5 mois. Donc là, ça veut dire cette pratique sportive autant que possible et en fonction de ton ressenti, de tes envies. Et est-ce que tu t'es déjà imaginé te projeter sur des horizons un peu plus lointains de fin d'année ou début d'année prochaine, ou est-ce que c'est pas du tout, t'es pas dans cet état d'esprit-là aujourd'hui? Non, je suis pas vraiment dans cet état d'esprit-là. Par contre, j'ai des courses que j'ai envie de faire. Alors je sais pas
à moyen, court, long terme, je sais pas. Mais je sais que j'aimerais refaire la Western States. Je sais qu'il y a une course qui existe by UTMB au Canada, notamment vers Whistler. Moi, j'ai une histoire d'amour avec le Canada, donc j'aimerais aller voir ça là-bas si elle existe toujours, plus tard, quand je pourrais. J'ai toujours eu envie d'y retourner, je l'ai encore pas fait, mais j'ai vraiment envie d'y retourner. Et du coup, de lier ça à la course, ça me donne très envie. Donc voilà. Donc Amérique du Nord au sens large, western, plus au Canada et Europe, des incontournables encore là. Bah, il y a quand même une course là que je suis encore pas arrivée à finir. J'aimerais bien. Elle me donne pas envie, honnêtement. J'ai pas très envie de la refaire, mais j'ai quand même envie de la terminer parce que je reste quand même sur 2 échecs et il faudrait quand même que j'arrive à la finir cette course parce que je pense que pour mon ego personnel, il faudrait quand même que j'arrive à la finir. Donc oui, celle-ci, il faudrait que je la fasse. Il faut que je la fasse. En 2024, ton UTMB, ce sera l'Ultra Trail de mon bébé, je pense, plutôt. Ah oui, en 2024, il n'y aura pas d'UTMB, ça c'est sûr. C'est bien, je me suis trouvé une excuse pour pas la faire en 2024, tu vois. Ça pourra pas marcher tous les ans, Audrey. Fais gaffe, tu sais pas. Oui, c'est vrai. Audrey, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise existante ou que toi tu formulerais avec tes mots qui peut-être illustre ta philosophie de vie ou ton rapport au sport, à ta pratique? Alors, je dirais quelque chose qui n'existe pas, alors. Par la grande philosophe Audrey Tanguy. Et je suis, très philosophe à mes heures perdues. Quand on a le nez dans le guidon, je dirais, quand on voit les choses de trop près, de vraiment prendre de la hauteur, ça permet de remettre les choses au clair et de savoir vraiment ce qu'on veut et de ce qui est vraiment important. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me suit. Je comprends ton idée de voler de tout à l'heure. Exactement. C'est une façon de prendre de la hauteur. Merci beaucoup Audrey de nous avoir amené avec toi sur les sentiers de cette si spectaculaire course qui est le Mute. Je suis très heureux d'avoir pu échanger avec toi cet échange. On s'en était parlé depuis quelques mois. On avait fait très sympathiquement connaissance à l'UTMB en 2023. C'était un super souvenir. On sortait d'un suivi de course. On avait fait une nuit blanche tous les deux et puis avec les autres invités qui étaient à côté de nous ce jour-là. On était assez éprouvés, je pense, on peut le dire. Mais on s'est bien marré. C'était un super moment, un super souvenir. Et voilà, je suis content qu'on ait pu prolonger aussi. C'est toujours un plaisir de t'entendre. T'as beaucoup à partager. Merci aussi pour ta franchise et ta sincérité dans tout ce que tu as pu nous raconter sur des sphères aussi plus personnelles, etc., sur ton rapport au stress et autres. C'est toujours très instructif et je pense que c'est très utile pour les auditeurs et moi-même d'entendre aussi des athlètes de haut niveau se livrer comme ça de façon très libre. Je te souhaite beaucoup de bonheur, Audrey. 2024, je sais que le bonheur sera au rendez-vous. C'est une chose. Et puis, tu as une facilité aussi à capter ce bonheur-là. Donc, c'est chouette d'entendre ça. Et voilà, je t'espère d'être très heureuse dans cette maternité. Et puis, avoir le plaisir de te recroiser bientôt sur les sentiers ou en bord de sentiers, en tout cas. Merci beaucoup à toi, Guillaume. C'est vrai que ça a été vraiment un plaisir pour moi aussi et une très belle rencontre à l'UTMB, je te le dis sincèrement, parce que c'est vraiment quelque chose que je pense. J'étais très contente de te rencontrer à l'UTMB et je t'ai dit oui tout de suite pour un podcast parce que t'es le genre de personne qui donne envie aussi de passer du temps et d'échanger. Et voilà, je sens que on se capte bien et c'est très agréable aussi pour moi et je pense pour plein d'athlètes. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Audrey. Ça me touche beaucoup. Je finis la semaine en beauté. Je peux pas mieux la finir. Vraiment, ça me touche et c'est quelque chose que je ressens aussi. Voilà, réciproquement, tu l'as bien senti. On se connecte bien et j'espère qu'on aura plein d'autres occasions de partager des belles choses ensemble. Merci pour tout. Je te libère et puis à très bientôt. Merci, Guillaume. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.